Bienvenue, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Très heureux de vous retrouver pour cette édition en langue française, la grande édition de la télévision rwandaise. À la présentation, je suis Eddy Sabiti. Tout de suite, voici les titres de notre journal. Les spécialistes en gynécologie disent que la première cause du décès chez les femmes aujourd'hui est l'obésité. Un problème qu'il faut prendre à bras le corps pour réduire la mortalité maternelle. Et puis l'Organisation internationale de la francophonie va tenir le 18e sommet en Tunisie en date du 19 au 20 novembre prochain de cette année. En marge de ce rendez-vous, différentes activités sont effectuées par les pays membres de l'OIF déjà sur place au village de la francophonie. Une fois de plus, bienvenue chers téléspectateurs et téléspectatrices. Je vous le disais en titre que les spécialistes dans le domaine de la santé et notamment les spécialistes en gynécologie déclarent que la première cause aujourd'hui chez la femme reste l'obésité, un problème qu'il faudra prendre à bras le corps et pour aider à la réduction de la mortalité maternelle. Le docteur Soubira Manzi, âgé de 72 ans aujourd'hui, médecin depuis 40 ans et obstétricien et depuis 33 ans actuellement, il dirige le département de la médecine maternelle à l'hôpital Roi Faisal. Celui-ci affirme que depuis lors, c'est la principale cause chez la femme selon les études effectuées très récemment. On écoute ici le docteur Soubira Manzi. Elles sont nombreuses, mais peut-être on peut les résumer en trop peu de mots. Avant l'accouchement, il peut y avoir une complication, surtout basée sur le saignement avant l'accouchement. Cela arrive dans des conditions où une femme qui est enceinte, pour des raisons que je ne voudrais pas détailler ici, pourrait avoir un placenta qui s'implante de façon anormale. Et pour des raisons que je ne voudrais pas détailler ici, le placenta se détache avant le temps. Parce qu'au fait, le placenta doit se détacher après que l'enfant soit sorti de l'utérus. Alors, quand il se détache avant, il y a un saignement qui, s'il n'est pas pris en charge à temps, peut conduire à la mort de la patiente. Pendant le travail, avant l'accouchement encore, le même phénomène peut se passer. Le placenta se détache avant la sortie du bébé et cela conduirait non seulement au saignement très fort, qui conduirait non seulement à la mort de la femme enceinte, mais aussi à son produit de conception qui est le fœtus. Même dans le premier cas que j'ai cité tout à l'heure, il se passerait de la même façon. Après l'accouchement, ce placenta peut retarder de se détacher parce que l'utérus doit se contracter pour pouvoir diminuer la béance d'où est sorti l'enfant et le liquide amniotique. Alors ce laps de temps qui sépare le détachement complet du placenta et de contractions utiles pour comprimer le probable saignement
peut aussi conduire au saignement encore une fois, et ce saignement peut conduire à des complications très difficiles, qui pourraient même conduire à la mort de la patiente. Je pourrais peut-être encore citer une situation où nous avons des complications, où l'utérus lui-même se rend. Une rupture, pour des raisons que je ne pourrais pas citer ici, parce que ce n'est pas une leçon de obstétrique. Mais si ce phénomène arrive et que cette rupture de l'utérus se passe au niveau où se trouvent les grands vaisseaux qui irriguent l'utérus, le saignement peut conduire à des complications très sévères jusqu'à la mort. Je pense que ça, c'est un contour normal de ce que nous attendons comme complications avant, pendant et après l'accouchement. C'était là le docteur Soubira Manzi, spécialiste en gynécologie depuis cela 33 ans. Et je vous rappelle qu'il est donc en charge de la médecine maternelle à l'hôpital Roi Faisal. Toujours au même sujet, le ministère de la Santé affirme qu'au cours de l'année dernière, sur 347 000 femmes qui ont accouché, plus de 87 000 ont accouché et diagnostiqué avec une procédure qui pourrait donc causer des problèmes lors de l'accouchement. Il y a actuellement 112 gynécologues au Rwanda et ça reste tout de même insuffisant par rapport aux besoins qui se présentent. Changeons de chapitre et quittons un tout petit peu le pays de mille collines pour nous rendre un peu plus au nord du continent africain avec l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, qui se prépare à tenir son 18e sommet en Tunisie et ça sera en date du 19 au 20 novembre prochain. Et en marge de ce rendez-vous, les pays membres de l'OIF déjà sur place au village de la francophonie visitent déjà différents endroits. Il y a cela 4 jours que le village de la francophonie a été officiellement ouvert comme première activité du 18e sommet qui se tiendra donc en date du 19 au 20 novembre prochain, comme je vous l'ai dit. La population tunisienne, particulièrement celle de Djerba, indique que le sommet leur sera très bénéfique dans plusieurs aspects de la vie. Justement, en parlant de la Tunisie, sur place, notre consoeur Amandine Ndi Koumassavo est avec nous en direct depuis la Tunisie. Bon après-midi Amandine, ça va? Ça va très bien, Sabiti. Ou je devrais dire salam alek. Comment ça va? Voilà, alors Amandine, voilà, nous sommes dans la ferveur de ce 18e sommet de la francophonie. Toi déjà, journaliste que tu es, c'est vrai, il y a le sommet, mais également, il n'y a pas que le sommet, on va dire, le programme est surchargé. Déjà, tu peux nous décrire un peu l'ambiance qui règne sur place, à part ce qu'on a vu dans les images qui défilent? À part cela, il y a d'abord le village de la francophonie qui est une opportunité pour que ce soit les membres de la francophonie, les journalistes ou bien les participants. C'est une opportunité pour tout le monde. Ils sont en train de connecter. Il y a l'ambiance des Tunisiens qui sont ici pour accueillir les gens qui sont venus dans le terme touristique. Ils sont vraiment très contents et aussi chaque pays membre de la francophonie est en train de présenter leur richesse culturelle. Alors, jusqu'à présent, quelles sont les confirmations, par exemple, en termes de présence physique pour ce qui est de la participation? C'est vraiment un grand rendez-vous pour le monde francophone.
Voilà, quelles sont les grandes annonces par rapport, par exemple, aux personnalités qui vont prendre part, ou y a-t-il aussi des absences peut-être qui seront remarquées ou remarquables? Je ne pourrais pas confirmer les absences, mais plutôt ce qui est déjà confirmé, c'est comme 85 confirmations, dont 31 chefs d'État et de gouvernement et 5 premiers ministres, un secrétaire d'État, et c'est comme ça que je pourrais confirmer jusqu'à présent. Aujourd'hui, c'est vrai, chaque jour, pendant qu'on s'approche du sommet lui-même, nous sommes à la veille du sommet. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a au menu, par exemple? Nous savons qu'il y a différentes activités. On voyait tout à l'heure le village francophone, de la francophonie plutôt. Mais quand même, nous savons que la francophonie, c'est riche par rapport à la culture, par rapport à plusieurs aspects de la vie. C'est quoi au menu, par exemple? Comment est-ce que les soirées sont animées sur place à Djerba? Par exemple, comme même le thème l'indique, que la connectivité dans la diversité, donc le numérique, vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone. Par exemple, il y a des spectacles, il y a Salia qui avait présenté hier soir, et aujourd'hui, il y a 2 pays qui vont présenter des spectacles selon leur culture, et c'est l'ambiance à partir de 15h, 16h, il y a toujours des spectacles qui se passent pour que les gens puissent se connecter et apprendre à se connaître en profondeur. Et alors, Amandine, c'est vrai, il y aura au menu de ce sommet les élections aussi, c'est quelque chose qui se dit. Est-ce qu'on en parle? C'est sur les bouches des gens qui sont déjà sur place. Nous savons qu'il y a le poste de secrétaire général de la francophonie qui est à pourvoir. Il y a Madame Louise qui est donc, dont le mandat touche à la fin. Et est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est sur les bouches de tout le monde là-bas? Oui, merci beaucoup pour cette question. Et Eddy, je t'assure que ça, c'est une surprise. Il faudrait être un tout petit peu patient, mais tout le monde en parle ici et c'est dans une bonne atmosphère que tout le monde attend ce grand rendez-vous. Et 19, 20, c'est pour cette raison que maintenant, on compte les heures, on ne compte plus les jours. Voilà, Amandine, merci beaucoup pour ce décryptage et surtout, à nos téléspectateurs et téléspectatrices, je rappelle que vous serez là pour nous donner tous les détails de ce sommet. Comme ça, on va savoir les tenants et les aboutissants de ce 18e sommet de la francophonie dont je rappelle qui se tient en Tunisie, à Djerba. Merci beaucoup et surtout bon travail sur place. Merci, c'est un plaisir. On vous tient au courant. C'était donc là Amandine Ndikouma-Sabo, notre consoeur qui est sur place en Tunisie pour la couverture du 18e sommet de l'OIF ou l'Organisation internationale de la francophonie. Revenons ici au pays pour parler santé, une fois de plus, avec certains patients et diabétiques qui disent conseiller à toute personne atteinte de diabète d'éviter l'isolement et de prendre soin de sa santé, car c'est une maladie avec laquelle on peut vivre et continuer à vivre avec beaucoup d'espoir tant qu'on suit les conseils de médecins. De nombreuses personnes ont du mal à comprendre qu'elles sont malades et surtout à connaître leur état sérologique et souffrent de maladies chroniques, notamment le diabète et diverses autres maladies. Suivre les conseils du médecin est l'un des meilleurs conseils qui peuvent aider un patient diabétique à vivre comme à tant d'autres, mais ce n'est pas suffisant et c'est pourquoi les patients diabétiques consultent d'autres personnes qui ont donc reçu un diagnostic de diabète.
On va rester dans le domaine de la santé avec, au cours des 13 dernières années, plus de 2000 personnes au Rwanda ont été opérées de malformations labiales et palatines. Elles indiquent que l'intervention chirurgicale menée par des spécialistes et surtout l'organisation de bénévoles Operation Smile ou encore Opération Smile leur a préservé la stigmatisation, notamment au sein de la société. Les détails, c'est avec notre confrère Kassim Youssouf. Wilimoyesu Enoch réside dans le district de Burera, en province du Nord. Il est né avec une malformation labiale et a bénéficié d'un traitement médical gratuit. Il est maintenant heureux que l'intervention chirurgicale s'est bien déroulée. Lorsque je prenais de la nourriture, une partie tombait par terre à cause de la malformation labiale. Mais depuis que je suis sorti de l'hôpital, je vais bien et certains de mes amis sont étonnés de voir à quel point je suis en parfaite santé et que je puisse leur parler sans problème. Certaines personnes pensent malheureusement que cette maladie est due à une malédiction. L'organisation Operation Smile, composée des volontaires qui œuvrent dans le traitement de malformations labiales et palatines, a organisé une formation à l'intention des auxiliaires de santé afin de changer cette mentalité. Nous entendions des gens dire que si un bébé naît avec une malformation labiale et palatine, c'est une malédiction ou la punition de Dieu. Nous allons faire de notre mieux pour trouver ces familles et leur dire que le traitement est gratuit et qu'on peut être totalement guéri. À l'occasion du 40e anniversaire de l'organisation Operation Smile et de la célébration de ces 13 années d'activité au Rwanda, chaque coopérative d'auxiliaires de santé en district de Musanze a reçu des vélos et des équipements qui leur faciliteront à faire le suivi des personnes souffrant de malformations labiales et palatines. Le coordinateur national de l'organisation Operation Smile, Andrew Karema, indique qu'ils ont d'autres activités qui vont de pair avec le traitement qu'ils fournissent. Il y a le renouvellement des salles d'opération et la fourniture d'instruments permettant aux médecins d'avoir une salle spéciale pour opérer ainsi que des équipements modernes pour avoir un traitement entièrement organisé. Le ministère de la Santé exhorte les femmes enceintes à éviter le tabagisme et la consommation d'alcool car cela peut entraîner des malformations labiales et palatines chez les futurs enfants. Prendre des médicaments non prescrits par le médecin ou non conformes aux normes, tout cela s'est avéré être en quelque sorte la raison pour qu'un parent donne naissance à un enfant avec une malformation labiale et palatine. Au moins 5000 personnes ont été prises en charge par l'organisation Operation Smile, dont 2000 ont été complètement guéris. Merci à Kassim Youssouf. Pour terminer avec l'actualité nationale, publication ce mercredi d'un manuel qui va servir de guide pour les centres pour le développement de la petite enfance. C'est un manuel qui a été publié en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies en charge de l'enfance, UNICEF, avec le concours de l'Agence nationale pour le développement de la petite enfance, NCDA. Les détails ici, pour ce qui est de ce manuel et surtout de son importance pour la petite enfance, c'est avec notre confrère Kassim Youssouf une fois de plus. De plus en plus de centres de développement de la petite enfance sont mis en place partout au Rwanda. En plus de la sécurité des enfants, ces centres permettent de fournir aux enfants une alimentation équilibrée et une éducation de qualité. Anna Nalongo-Rugero, l'une des parents qui était présent à la publication du manuel qui va servir de guide au centre de développement de la petite enfance,
indique qu'il est très essentiel. Nous, en tant que parents, nous constatons que juste après l'accouchement ou lorsque les enfants sont encore petits, nous sommes confrontés aux problèmes de croissance et ce manuel va nous aider. C'est un moyen pour que nous, parents, puissions avoir une salle où garder nos enfants au lieu de les laisser à la maison où ils sont nourris à temps par des personnes de confiance. La branche du Fonds des Nations Unies pour l'enfance au Rwanda indique que c'est sur la recherche que la rédaction de ce manuel s'est basée. L'idée de mettre en place ce manuel est survenue suite à l'enquête que nous avons effectuée où notamment dans l'agriculture de thé, nous avons constaté que le développement de la petite enfance était d'un niveau bas parce qu'il n'y avait pas un manuel qui sert de guide pour démarrer un centre de développement de la petite enfance. Ce manuel contient tout ce qu'il faut pour la croissance des enfants. L'Agence nationale de développement de l'enfant revient ici sur le contenu de ce manuel. À quoi faut-il penser avant de mettre en place un centre de développement de la petite enfance? Quels services y seront-ils fournis? Il faut aussi penser au personnel qualifié. Les enfants sont éduqués en s'amusant. Y aura-t-il un endroit où s'amuser? Comment les enfants seront-ils nourris? Comment l'hygiène sera assurée? Et comment tout cela sera harmonisé avec les services de santé? Le programme de développement de la petite enfance a été mis en place pour que l'enfant puisse avoir accès aux services de santé, qu'il puisse commencer à étudier le réveil du cerveau, l'hygiène, l'alimentation équilibrée, l'encadrement et l'éducation des enfants dès la naissance jusqu'à 6 ans. Voilà, c'est donc par cet élément que nous mettons un point final à notre édition. Merci à toutes les équipes qui m'ont réalisé, des équipes conduites par Janvier Karangwa Murenzi. Et à mon nom propre, je vous remercie pour votre fidélité. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition. Mais en attendant, restez bien fidèles à nos programmes. Au revoir.